Je n'ai jamais aimé faire du sport et je n'ai jamais compris comment je suis devenu une athlète. Ça, ce sont les mots de l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis Serena Williams. Après avoir remporté 23 titres du Grand Chelem en moins de 18 ans, gagné plus d'argent que n'importe quelle autre joueuse de tennis, elle a avoué détester cette discipline. Plus étonnant encore, elle a utilisé un sport qu'elle déteste pour construire l'un des empires les plus influents du monde entrepreneurial. Un empire estimé à plus de 340 millions de dollars avec une marque personnelle plus puissante que celle de nombreuses multinationales et une influence qui dépasse largement les courts de tennis. Mais alors, comment une petite fille qui a grandi dans un quartier défavorisé de Los Angeles est-elle devenue une icône mondiale sans jamais avoir eu le moins de passion pour son métier? Comment a-t-elle transformé une discipline qui l'ennuyait et à laquelle elle avait été contrainte de jouer par ses parents en une machine de guerre économique? Et surtout, pourquoi ce goût du tennis est en réalité le secret caché de son ascension? Au cours de cette enquête, vous allez découvrir que derrière ce que les médias présentent comme une success story sportive se cache en réalité un plan froidement calculé par le père de Serena Williams. Un plan froidement calculé que Serena a détourné pour créer l'un des business les plus puissants du sport moderne à l'abri des regards indiscrets. À première vue, l'histoire de Serena Williams a tous les attributs du rêve américain. Une enfant née dans la pauvreté qui gravit les échelons du sport mondial à la seule force de son talent. Mais en creusant un peu, on réalise que cette ascension fulgurante ne doit rien au hasard, puisqu'elle suit un plan soigneusement élaboré bien avant sa naissance. Serena Williams naît en septembre 1981 à Saginaw, dans le Michigan. Mais elle ne grandira pas là-bas, car son père, Richard Williams, un ancien agent de sécurité, a une vision. Une vision qui va conditionner l'avenir entier de Serena. En fait, quelques années avant la naissance de la future légende, le père était lui-même un joueur de tennis amateur. Problème, il était médiocre, condamné à rester un simple amateur. Mais un beau jour de 1978, en voyant à la télé la Roumaine Virginia Ruzici gagner un chèque de 20 000 $ à Roland-Garros, il a une idée: faire de ses futurs enfants les plus grandes légendes du tennis moderne. Il va alors se lancer dans la conception d'un plan détaillé de 78 pages précisant l'entraînement, la discipline et la stratégie à suivre pour permettre à ses futurs enfants de marquer le sport dans lequel lui avait échoué. Et lorsque Venus naît en juin 1980, suivi de la petite Serena en septembre 1981, il n'a plus qu'à l'exécuter. Ainsi, dès l'âge de 4 ans, Serena est initiée au tennis par son père et se retrouve à jouer plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou qu'il vente, Serena est contrainte de jouer sur le terrain, tout en surveillant son alimentation. Lorsqu'elle n'est pas sur le court, elle suit des leçons que son père lui donne à domicile. Une voisine finira même par alerter les services sociaux de peur que la jeune fille soit forcée de suivre cette routine. Avec sa sœur, elle alternera ainsi entre tennis et cours à domicile pendant des années, du matin jusqu'au soir, sans aucun échappatoire. Alors ce qui devait arriver, arriva. Au début des années 90, le père Williams contacte Rick Macci, un ancien joueur et entraîneur de tennis connu pour avoir coaché Andy Roddick et Maria Sharapova. Séduit et impressionné par le parcours et la ténacité des jeunes filles, il décide de leur donner un véritable encadrement professionnel pour les aider à développer leur jeu. Dès ses 9 ans, Serena est envoyée avec sa sœur Venus à l'autre bout du pays, à 4000 km de là, dans l'académie de Rick Macci en Floride. Mais dans le même temps, Serena commence à confier à ses proches son rejet du tennis. Après des années de discipline militaire, du jour au matin, elle est définitivement dégoûtée du sport. On remarque chez de nombreux sportifs qui ont réussi que l'environnement parental a une grande influence sur la réussite ou pas dans leur carrière, parce que souvent on voit que le père ou la mère ou les deux ont vraiment poussé en fait ces sportifs à s'entraîner et à devenir les meilleurs. Donc cette soif de gagner en fait a été enseignée très tôt. Donc sur le fond c'est une bonne chose, mais après de vouloir déjà mettre un cadre et autant strict dès le début, ça peut aussi amener des contraintes qui se ressentent par la suite et une sorte de rébellion qu'on peut ressentir plus tard chez ces sportifs. Pourtant, cette pression permanente crée aussi un besoin viscéral, celui de s'imposer, car Serena est en permanence comparée à sa grande sœur Venus, son modèle de référence. Elle va alors tout faire pour la rattraper. Les années passent. À 14 ans, autour de l'année 1995, Serena rentre enfin dans le circuit professionnel. Puis, des milliers d'heures d'entraînement s'écoulent et c'est en 1999, à 17 ans à peine, que Serena remporte son premier titre du Grand Chelem à l'US Open. Vous verrez d'ailleurs que derrière ce match, Serena avait déjà commencé à mettre en place les prémices de son futur empire. À l'époque, son style de jeu est jugé trop agressif, presque arrogant pour une femme sur le terrain. Pire encore, la famille Williams est critiquée pour sa confiance, allant jusqu'à être traitée de grande gueule par d'autres joueuses. Mais lorsqu'elle bat la numéro 1 mondiale de l'époque, Martina Hingis, elle fait taire une bonne partie du circuit qui la découvre à peine. Puis vient le premier scandale qui reviendra la hanter des dizaines d'années plus tard. On est en mars 2001 au tournoi d'Indian Wells.
Serena s'apprête à jouer l'une des demi-finales les plus attendues du tournoi contre sa sœur Venus. Mais celle-ci déclare forfait juste avant le match à cause d'une blessure. Immédiatement, la foule s'enflamme. Les accusations fusent. On parle de match truqué et même de complot familial. Le lendemain, lorsque Serena entre sur le court, elle est huée, sifflée et même insultée par des racistes au milieu du public. Elle gagnera le match en colère, mais ne pardonnera jamais ce qui s'est passé. Toutefois, ce que le grand public ne sait pas encore, c'est que contrairement aux autres joueuses, Serena se fiche royalement du jeu. Ce que les spectateurs prennent pour de la passion chez elle n'est en fait que de l'obstination. Une guerre contre ses démons. Une motivation hors norme qui lui donne envie de revenir encore plus forte sur le terrain. Une volonté glaciale de prouver que même sans aimer ce sport, elle peut écraser tous ceux qui le vénèrent. Pas pour le plaisir du jeu, mais pour le plaisir de la compétition. Et ça fonctionne. De 2002 à 2003, elle enchaîne les titres, rentre dans le top 5 mondial et domine le circuit. Elle finit même par dépasser Venus et devient LA joueuse à abattre. Dans ce combat, son dégoût du jeu devient paradoxalement son arme la plus tranchante. Car derrière chacun de ses services, chacun de ses cris et chacun de ses trophées se cache un objectif qu'elle s'est donné. Utiliser le tennis pour ne plus jamais avoir à en jouer. Lorsque Serena Williams remporte l'US Open à 17 ans, elle n'est plus une simple athlète. Elle a déjà un agent personnel depuis plusieurs années et surtout une ambition, quitter peu à peu le chemin tout tracé auquel son père l'avait prédestiné. Et pour y arriver, elle va miser sur un élément jusqu'ici sous-estimé par les professionnels du tennis, le sponsoring. Cela commence par son premier contrat de 3 ans avec Puma, pour une somme totale de 12 millions de dollars. Pourtant, ce n'est que le début, car en 2003, elle décroche l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire du sport féminin, près de 55 millions de dollars sur 8 ans avec Nike. Mais contrairement à beaucoup de sportifs qui se contentent de déléguer toute la gestion des partenariats pour encaisser, Serena joue énormément sur ses opérations. Elle demande à être immergée dans la stratégie des marques pour aller bien plus loin que le tennis. Avec Puma déjà, elle avait elle-même proposé des croquis. Avec Nike, elle va jusqu'à co-créer des collections comme la capsule conçue avec Virgil Abloh et soutenir des apprentis designers lors du Serena Williams Design Crew. Plus intéressant encore, elle commence à utiliser ses partenariats pour faire passer des messages sur l'égalité et la diversité, allant jusqu'à refuser les contrats qui ne respectent pas son image ou sa vision. Serena l'a compris lorsqu'elle a vu l'impact que le sport avait sur le mode de vie et les finances de sa famille. Le tennis n'est qu'un levier, un moyen de se hisser à un tout autre niveau afin de créer sa marque. Et pour ça, elle va faire ce que personne ne fait dans son milieu. Investir. En 2014, elle fonde Serena Ventures, un fonds d'investissement avec une ligne éditoriale très claire. Soutenir les minorités en promouvant les femmes entrepreneurs tout en misant sur l'innovation sociale et technologique. En moins de 10 ans, Serena Ventures va financer plus de 70 startups. Parmi elles, une quinzaine dépasseront le milliard de dollars de capitalisation, comme Impossible Foods, une marque de viande végétale, ou encore Andela, une entreprise de formation tech en Afrique. Elle ne se contente pas de poser de l'argent sur la table. Non, elle conseille les dirigeants et va même jusqu'à participer au conseil d'administration. Donnant accès à son expertise en branding et à son réseau, un avantage considérable pour les boîtes qui en bénéficient. Pour devenir un sportif de haut niveau, un sportif d'élite, il y a deux éléments qui rentrent en compte, deux éléments principaux, c'est la partie physique et la partie mentale. Et c'est vrai que pour la partie mentale, la charge mentale est énorme dans le sport de haut niveau. Souvent, ces sportifs de haut niveau évitent justement de créer leur entreprise en parallèle parce que à nouveau, ça amène une grosse charge mentale supplémentaire et c'est déjà pas facile d'être un sportif d'élite. Si en plus vous rajoutez une charge mentale liée à une entreprise, ça devient quasiment ingérable. Donc moi je dis bravo à Serena d'avoir voulu faire quasiment les deux en parallèle et faut plutôt soulever ce succès qui est juste exceptionnel parce qu'elle a eu du succès et dans le monde sportif et dans le monde des affaires avec une grosse charge mentale. Donc bravo. Pendant que la majorité des athlètes signent des contrats de sponsoring classiques, Serena change les règles du jeu dans le plus grand des silences. Elle ne veut pas seulement prêter son image mais avoir le contrôle sur les marques. Ce qui fait d'elle l'une des premières sportives à penser comme un fonds d'investissement et à investir autant de son temps dans ses partenariats que dans les matchs de tennis qu'elle va continuer à assurer. Puis, grâce à ces matchs qui lui ont rapporté plus de 90 millions de dollars entre le début de l'année 2000 et la fin des années 2010, elle crée sa propre marque, S by Serena. Une marque de mode inclusive et éthique qui sera suivie par une ligne de bijoux et même des accessoires de maquillage. À ce stade, elle aurait pu s'arrêter là, laisser le tennis pour se concentrer sur les affaires et ne pas se faire remarquer. Mais c'était sans compter sur le fait qu'en continuant à grimper vers les sommets, elle serait vite rattrapée par l'opposition.
En 2018, Serena Williams revient à Roland-Garros après avoir donné naissance à sa fille Olympia. Malheureusement, lors de l'accouchement, elle a risqué gros suite à des problèmes de circulation sanguine. Elle est donc contrainte de porter une combinaison noire moulante avec une ceinture rouge. Mais le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, s'insurge dans un magazine spécialisé en disant que la championne est allée trop loin en n'ayant pas respecté la tenue traditionnelle. La presse s'enflamme et le public se divise, appelant tantôt au respect du jeu, criant tantôt au racisme. Mais Serena ne cède pas, jusqu'à qu'arrive l'US Open 2018. On est dans une finale tendue contre Naomi Osaka, une des principales rivales de Williams. Si Serena se débrouille bien sur le court en début de match, elle finit rapidement par perdre la domination. Dès le deuxième set, la championne reçoit un avertissement de l'arbitre qui l'accuse de tricher, à l'aide de son entraîneur. Puis le match s'envenime. Frustrée par le déroulement du jeu, Serena finit par casser sa raquette de rage, ce qui lui vaudra un point de pénalité. La tension monte et la joueuse finira par traiter l'arbitre de menteur et de voleur devant des millions de spectateurs. Après le match, les critiques s'abattent sur la championne. On dit d'elle qu'elle ramène le sexisme dans l'arbitrage sans raison, ou encore qu'elle a complètement perdu le contrôle de ses nerfs. Elle finira même caricaturée par un dessinateur australien, ce qui alimentera un peu plus les tensions sur Twitter. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce même arbitrage n'a jamais été appliqué de la même manière à des joueurs masculins. Joueurs masculins qui, eux, passent leur temps à casser des raquettes, sans jamais recevoir une seule pénalité. Dans le fond, Serena sent bien qu'elle gêne depuis ses premiers pas dans le monde du tennis professionnel. On a toujours dit d'elle qu'elle était trop puissante pour être féminine, trop musclée pour être adaptée à ce sport, voire trop noire pour plaire aux masses dans un sport majoritairement blanc. Pendant des années, les sponsors comme Porsche, Evian ou encore Tiffany & Co l'ont inversé au profit de joueuses plus marketables, comme Maria Sharapova par exemple, qui avait pourtant des résultats bien inférieurs. Forbes a d'ailleurs confirmé en 2015, Sharapova a généré bien plus de contrats que Serena, alors que cette dernière a toujours dominé les tournois. Dans un monde autant aseptisé que le tennis, Serena fait clairement office d'ovni. Elle est très musclée, elle a une grande force de caractère et en plus, elle aime créer ses propres sociétés, ses propres marques et les développer. Donc clairement, elle fait office d'ovni comme je disais. Moi je pense que c'est une bonne chose, elle a osé être un peu différente et c'est une grande force dans le monde des affaires, dans le monde du sport un peu moins, mais là clairement c'est un plus. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès à côté du sport. À nouveau, je peux que la féliciter d'avoir fait et de continuer à être elle-même plutôt que d'avoir voulu se changer à cause d'un sport qu'elle a finalement pas beaucoup aimé. Mais force est de constater qu'elle n'a pas autant gardé son sérieux que ses rivales. En 2022, lors d'un show du Super Bowl, elle fait une danse de gang née à Compton, son quartier d'origine. Les médias américains y verront encore un motif de scandale et un énorme manque de respect. Et c'est ici que tout bascule. Car après plus de 20 ans de travail acharné et des milliers d'heures passées à tenter de satisfaire les ambitions de son père et du public toujours plus exigeant, elle comprend qu'elle ne sera jamais acceptée telle qu'elle est. I've actually never liked sports, and I never understood how I became an athlete. And I don't like working out. I don't like anything that has to do with working physically. Le grand paradoxe de Serena Williams, c'est d'être montée au sommet d'un sport qu'elle n'a jamais aimé. Alors je sais, vous pourriez me dire qu'à ce stade, il reste une zone d'ombre. Que Serena aime forcément son sport puisqu'elle a continué à le pratiquer malgré les millions de dollars générés et les défis qu'elle a rencontrés. Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. Elle le disait déjà il y a quelques années et tous les choix qu'elle a faits depuis le début de sa carrière professionnelle l'ont montré. Le tennis n'était qu'un tremplin. Un moyen d'assouvir sa soif de domination et de voir bien plus loin. En 20 ans de carrière, elle a amassé 95 millions de dollars de gains sportifs. Un record absolu pour une femme dans l'histoire du tennis. Mais surtout, elle a bâti une fortune estimée à près de 350 millions de dollars. Là où ses rivales ont simplement acquis une notoriété sportive, elle possède de son côté des parts dans l'équipe de football américain des Miami Dolphins, dans des dizaines de startups via Serena Ventures ou encore dans des marques de mode, de santé et de nutrition. Et elle continue d'étoffer ses portefeuilles d'investissement en devenant un partenaire à part entière là où les autres se contentent d'acheter. La première tenniswoman du monde est ainsi devenue l'une des premières athlètes à avoir fait du business son terrain de jeu. Le tout en utilisant son image comme une arme d'influence culturelle. Avec Nike, elle a co-créé des tenues qui transgressent les codes vestimentaires figés dans le tennis. Sa combinaison noire intégrale, médicalement nécessaire après sa grossesse, est ainsi devenue un symbole féministe. De la même façon que ses autres collections ont inspiré des millions de femmes à travers le monde. Elle a bien compris, avant les autres sportifs, que la passion est un piège. Une prison dorée lorsqu'elle devient l'unique moteur. Pendant des années, on a pensé que Serena Williams était une anomalie, une championne sans passion. Et si c'était l'inverse? Et si c'était nous qui étions piégés? On nous a toujours dit que la passion était la clé, qu'elle allait nous permettre d'accomplir nos projets les plus fous. Mais c'est peut-être le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais vendu, parce que la passion, c'est instable. Ça monte, ça descend, ça nous rend juste accro. Serena, elle, n'a jamais été passionnée. Elle a été libre. Libre de s'attacher à sa propre vision, libre de se créer ses propres règles, plutôt que de suivre celles des autres, et surtout libre de transformer la contrainte en pouvoir. Parce que si Serena Williams est devenue la première dame du tennis moderne, ce n'est pas malgré le fait qu'elle détestait ce sport, mais grâce à ça. Et pendant que les autres couraient après l'amour du jeu, Serena,
elle construisait son échappatoire. D'ailleurs, elle n'est pas la seule dans ce registre, car c'est exactement ce qu'a compris un autre personnage mythique issu d'un quartier difficile qui lui aussi a utilisé le sport pour conquérir le pouvoir dans les médias, la politique et les affaires. Je vous parle évidemment de Bernard Tapie, et je vous raconte son histoire juste ici. C'était Patrick Robetti, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête.